Président, chers collègues. Merci, chère Sandra, de m'accompagner cette année dans cet exercice. Donc, nous allons vous proposer de camper le décor en prenant respectivement la parole, 5 à 7 minutes chacun. Et puis, nous aborderons une discussion générale avant, évidemment, d'étudier les amendements. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, cher Joël, chers collègues, la Commission des finances s'est donc saisie pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Donc, Sandra Mottin et moi-même avons donc le plaisir, ce matin, devant une nombreuse assistance, de vous présenter les grandes lignes, les meilleures, oui, les grandes lignes d'un texte cohérent et ambitieux. Alors, d'abord, le PLFSS pour 2020 fait montre de cohérence. Il est cohérent dans la trajectoire qu'il fixe pour les comptes sociaux. D'un côté, il acte, sans la masquer, une dégradation de l'équilibre. De l'autre, il explique et il justifie clairement au regard il les justifie et les explique clairement au regard de l'environnement social et économique dans lequel l'action du gouvernement s'inscrit. En 2019, le solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse affichera un déficit de 5,4 milliards d'euros au lieu de l'excédent prévu initialement en loi de finances initiale, donc à 100 millions d'euros. Ce décalage tient à l'encaissement de recettes d'un moindre niveau que ce qui était envisagé. L'explication est double. D'une part, nous avons voté la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. L'avancement au 1er janvier 2019 des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires compte pour 1,2 milliard d'euros, tandis que la réduction de la CSG de 8,3 à 6,6 pour les retraités ou personnes en situation d'invalidité percevant entre 1 200 et 2 000 euros, puisque le seuil a été élevé à cette hauteur, représente de son côté 1,5 milliard d'euros. 3/4 de la différence par rapport aux prévisions est les 3/4 sont liés à ces éléments-là. J'en profite d'ailleurs au passage, et nous aurons le débat, je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant, mais au cours du débat sur les amendements, que sur les 17 milliards, toutes lois confondues, mesures d'urgence en décembre et prévisions loi de finances 2020, sur les 17 milliards de mesures de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, 80%, 14 des 17 milliards sont portés par l'État. Et donc moins de 20% par la protection sociale, la sécurité sociale. Mais le débat va venir. Et donc, je disais 3/4 par ces mesures d'urgence et loi de finances, et 1/4 du fait des perspectives économiques qui ont été réajustées. L'évolution du PIB à 1,4 au lieu d'1,7%, de la masse salariale, de l'évolution de la croissance de la masse salariale à 3,3 au lieu de 3,5, et celle des prix de 1% au lieu de 1,3. Je veux insister sur le sérieux de ces chiffres. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques, la protection sociale, la Cour des comptes les a jugés réalistes. En 2020, le régime général et le FSV devraient afficher un solde déficitaire de 5,1 milliards d'euros, avec 400,2 milliards en recettes et 405,6 milliards en dépenses. Dans le détail, la branche maladie est à -3, la branche vieillesse à -2,7, le FSV à -1,4, la branche AT-MP à +1,4 et la branche famille à +0,7. En prenant en considération l'effet des mesures des derniers textes financiers adoptés, ceux en cours de discussion et les perspectives économiques générales que je vous citais, il est possible de prévoir désormais un retour à l'équilibre des comptes en 2023. Le report de cette courbe ne porte que sur le flux, c'est-à-dire sur le déficit constitué et en cours de résorption. En effet, s'agissant de la réduction de la dette sociale, le cap est maintenu et réaffirmé. Pour la part contemporaine, donc des dernières années, de cette année et jusqu'à 2023, le déficit nouveau est accumulé dans le régime général, c'est consolidé à l'ACOS, vous le savez. Si en trésorerie, elle devrait connaître un déficit de 17,7 milliards en 2019 et 23,5 milliards en 2020, il faut noter qu'à très court terme, l'agence bénéficie de conditions de financement extrêmement favorables avec un taux moyen de 0,5%. Ça n'en relativise pas pour autant le problème de l'endettement, bien évidemment. Sur la partie du stock, stocké à la CADES, qui gère la dette transférée par l'ACOS, les volumes restants s'élèvent à 72,7 milliards d'euros, 188 milliards ayant déjà été amortis.
Donc en 2020, la CADES remboursera 16,7 milliards d'euros, soit 700 millions de plus qu'en 2019. À ce rythme, la dette de la CADES sera éteinte en 2024, comme prévu, et nous sommes tous deux opposés à tout report de cette échéance. Pour une question de soutenabilité et de crédibilité, cela va sans dire. Nous préconisons donc de ne plus renoncer au transfert et de mettre en place, dès 2020 ou 2021, une instance de concertation entre le gouvernement, le Parlement, la COS et la CADES pour préparer l'avenir et assurer la bonne fin de nos prévisions. Le deuxième marqueur de la cohérence du PLF pour 2020, c'est son ambition pour les publics les plus vulnérables. Nous faisons un effort assumé en faveur de la justice sociale, dans la continuité de la politique de revalorisation exceptionnelle des minima sociaux. En plus, par exemple, de préserver l'effet incitatif du bonus-malus d'assurance chômage en fonction du taux de séparation, le PLFSS prolonge la prime de fin d'année, prime Macron, exonérée de cotisations sociales, salariales et patronales, de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu, qui, en cohérence avec la loi Pacte, est conditionnée à la mise en place d'un accord d'intéressement. De plus, le PLFSS 2020 est celui qui prévoit l'extension de droits et l'accompagnement des personnes en difficulté en intégrant les problématiques de son temps avec la création du service public de versement des pensions alimentaires, l'ouverture du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, le bénéfice des congés proches aidants ou encore la préparation du versement contemporain des aides en matière de services à la personne. La cohérence de ce PLFSS est aussi celle de lancer la transformation du système de santé actée par Ma Santé 2022. Il s'agit de poser les bases d'une médecine accessible à tous, sur tous les territoires, avec une qualité des soins accrue et une meilleure répartition de l'activité médicale, pour une dépense maîtrisée, avec notamment le déploiement des hôpitaux de proximité, les crédits au plan d'urgence, 600 millions en 2020, la simplification et la rénovation des incitations à l'installation en zone sous-dense et la mise en place de nouveaux modes de tarification au plus proche de l'activité des établissements ou des caractéristiques des pathologies traitées. Je souligne l'effort marqué en matière de médico-social qui bénéficie en tout de 500 millions supplémentaires. C'est le sous-objectif de l'ONDAM et la CNSA pour préparer donc la réforme du grand âge. Plus globalement, l'équilibre, ce sont les recettes, j'en ai parlé, et les dépenses. Toutes les mesures du PLFSS seront mises en application de manière rigoureuse, ce qui permettra de limiter la progression de l'ONDAM à 2,3% contre 2,5% en 2019, à mettre en rapport avec une augmentation de la dépense publique qui est à hauteur de 0,7%. Donc notre pays conserve la préférence, une préférence marquée pour la couverture des besoins sociaux, de la santé et de la couverture sociale en général. Voilà qui fait écho avec ce par quoi nous avions commencé, à savoir la maîtrise des dépenses et l'instauration de garanties pour retrouver l'équilibre des comptes sociaux. Chers collègues, je sais que nous aurons l'occasion de revenir sur des questions importantes, notamment les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, à la faveur de l'examen des amendements. Et je propose, Monsieur le Président, de passer maintenant la parole à ma collègue Sandra Motin. Merci de votre attention. Oui, juste un point, puisque Sandra Motin a été très complète et parfaitement répondu aux différentes interrogations. Juste sur la question des retraites, et je pense aux questions de notre collègue de Courson qui a dû s'absenter un moment, et de la compensation. Parce que s'étonne qu'on retrouve des déficits, ils étaient attendus, de par la fête de l'épuisement des mesures d'âge, n'est-ce pas, cher Président, et la situation économique, les deux conjugués. Voilà, on a frôlé l'équilibre en 2019 et c'est reparti, d'où les débats actuels. Et la préparation de la réforme à venir, qui va au-delà de ce que le candidat Macron avait annoncé dans sa campagne, la réforme du point, et on est bien obligé de se saisir de la question d'équilibre des régimes de retraite. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour le coup, les choses sont assez simples dans leur compréhension en tout cas, parce qu'il n'y a pas de compensation, enfin tellement minime que la raison du déséquilibre, elle est vraiment le résultat de la question du vieillissement, et tant mieux, mais du nombre d'allocataires croissants, de la crise économique, du nombre d'années de cotisation, etc. Donc là, sur ce sujet-là en particulier, il n'y a pas d'explication qui serait liée à des compensations entre l'État et les régimes de retraite. Voilà, je voulais juste préciser ce point-là.